À la page 35 du chapitre 12 de mes notes de cours, on va résoudre de nouveau la situation qu'on a résout dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la règle en équilibre, mais en faisant un choix plus judicieux de l'endroit par rapport à lequel on va analyser la rotation. Puis ce choix plus judicieux-là nous simplifie beaucoup le problème. Ce qui fait qu'on va en conclure que justement, il faut toujours s'assurer de choisir le meilleur endroit possible pour mettre l'axe de rotation, l'axe sur lequel on se base pour étudier la rotation. Et la physique continue à se vérifier, les lois de la physique continuent à se vérifier quel que soit l'axe de rotation, ce qui fait qu'on peut se permettre de le choisir. La physique s'applique tout le temps. Donc, à la page 466, on peut relire le libellé un petit peu différent là, pour voir qu'est-ce qui est demandé, mais dans le fond, on nous demande de refaire le problème en choisissant de mettre l'axe de rotation dans le coin ici. Fait que le dessin, c'est le même que tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'avais effacé sur votre feuille. Vous pouvez toujours faire une référence à l'autre ou le redessiner. Mais dans le fond, c'est exactement le même dessin. La seule différence, ou les seules différences, c'est que l'axe de rotation va être dessiné ici, à l'extrémité gauche de la règle. J'ai le droit de faire ça. Je pourrais même le mettre là si je veux. Mais là, c'est encore un choix moins judicieux que de le mettre ici. On va s'apercevoir qu'ici, c'est un meilleur choix que tout à l'heure, mais là, le mettre dans le coin là, ce serait encore pire. Ce qui change également, ce qui est différent par rapport à l'autre dessin, c'est que ça redéfinit nos bras de levier. Parce que nos bras de levier sont définis par rapport à l'axe de rotation. Donc maintenant, le FGR a un bras de levier qu'il n'avait pas tout à l'heure parce qu'il était sur l'axe de rotation. Puis FTG, lui, n'a plus de bras de levier, il est égal à 0 son bras de levier parce qu'il passe par l'axe de rotation. La force à droite, bien, son bras de levier maintenant, c'est toute la longueur de la règle. Puis le FTB, bien, c'est maintenant de ce côté-ci, tandis que tout à l'heure, il était de l'autre côté, il valait 3, mais maintenant, il va valoir 7. Fait que ça change aussi au niveau de nos bras de levier. Évidemment, les données du problème sont les mêmes. Cela ne change pas la première partie du problème, le calcul de FTB, la tension dans la corde, parce que ça ne change rien pour la physique applicable à la masse A. Donc ça, c'est recopier tout simplement la situation précédente. Mon FTB est égal à 3,92. Puis l'autre équation qu'on avait trouvée en faisant l'équilibre sur la règle, on la retrouve encore. À l'endroit où ça change, c'est lorsqu'on est rendu à faire les moments de force. Parce que maintenant, on va faire les moments de force par rapport à l'axe ici. Première des choses, FTG ne sera plus considéré. Et je vais considérer FGR, FTB puis FTD. Donc, dans mon tableau pour lequel je mets les données de base pour faire des moments de force, RF, l'angle et le sens de rotation, et à l'autre bout que je mets le moment de force, mais maintenant, je vais me retrouver juste avec D, R et G. Donc, je vais étudier le D ici, le R ici et le B. DRB, je ne sais pas si c'est ça que j'avais dit. Donc, on retranscrit nos données. Donc, ça, c'est l'équilibre de rotation que je suis en train de faire. Donc, à droite, le bras de levier, c'est toute la règle. Elle est égale à 1. C'est mon FD que je retrouve ici, l'angle de 90 degrés. Évidemment, ça fait tourner horaire, un sens positif. Le R, son bras de levier, c'est la moitié de la règle. Son FGR, ben, c'est le calcul de MG qu'on avait déjà fait. Donc, la règle fois 9,8. 90 degrés. Et lui fait tourner la règle dans le sens horaire, donc négatif. En B, même chose, même sens de rotation, mais le bras de levier, lui, va être égal à 1 moins le 0,3 qui était dans les données du problème. Donc, longueur de la règle moins le 0,3 dans les données du problème. La force, on l'a calculé, c'est le 3,92 fois 90 degrés, puis ça fait tourner dans le même sens. Après ça, je suis prêt à calculer les moments de force. Donc, 1 fois FTD fois sin 90 qui vaut 1. 1/2 fois le 0,98 fois sinus. Évidemment, c'est un moins parce que le sens de rotation donne un moins. Puis ici, on a le 0,7 fois 3,92 fois sinus 90 avec le signe moins associé au sens de rotation. Et tout ça, c'est pour me donner 0. Puis là, je relis mon équation dans ce sens-là. Donc, je l'ai réécrit, c'est FTD moins 1/2 fois 98 moins 0,7 fois 3,92. Et je peux isoler le FTD dedans et ça me donne ma réponse. Contrairement à tout à l'heure que lorsqu'on avait fait l'équilibre de rotation,
j'avais une équation avec deux inconnus, puis là, je faisais des mathématiques, deux équations à deux inconnus, puis je le résolvais. Mais là, quand je fais la rotation, je n'ai pas une équation à deux inconnus, j'ai tout simplement une inconnue dans mon équation, puis j'obtiens immédiatement ma réponse. Évidemment, il reste à mettre cette réponse-là dans l'autre, mais on voit ici là, que j'ai une étape de moins que tantôt, là, les opérations mathématiques ne sont pas là. Et ça, c'est lié au fait qu'on a choisi de mettre l'axe de rotation à l'endroit où j'avais une inconnue. Ce qui fait que cet inconnu-là a un bras de levier de 0 puis n'apparaît pas dans l'équation. Donc, on vient comme de faire une simplification juste par un choix judicieux de l'axe de rotation. Il va falloir la trouver, cette inconnue-là, mais au moins j'ai une équation au départ que ça me donne directement une réponse. Intéressant là, de toujours s'assurer d'optimiser ou de choisir judicieusement notre axe de rotation.